attaque au couteau est survenue dans un commissariat à Catalogne. L'auteur de cet acte qualifié de terroriste par la police a été abattu alors qu'il attaquait les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne. D'origine algérienne, l'assaillant était âgé de 29 ans. Selon des sources policières antiterroristes, l'agresseur résidait dans la commune de Cornellà. Juste avant de s'en prendre aux agents de police, l'homme a crié « Allah Akbar » avant d'être abattu dans le hall du commissariat. Cette attaque intervient seulement quelques jours après la commémoration du premier anniversaire des attaques qui ont frappé l'Espagne les 17 et 18 août 2017. Deux attentats successifs menés par de jeunes musulmans d'origine marocaine qui avaient fait 16 morts à Barcelone et à Cambris, une station balnéaire. Un djihadiste au volant d'une camionnette avait foncé dans la foule dans la zone piétonnière de Las Ramblas, avenue touristique au cœur de Barcelone. Quelques heures après, 5 de ses complices avaient visé des vacanciers avec leur véhicule à Cambris, une station balnéaire au sud de Barcelone, puis les avaient attaqués au couteau avant d'être abattus par la police. Un nouveau bilan de ces inondations a été communiqué dimanche par les autorités locales. Au moins 357 morts. Il s'agit des plus graves inondations qu'ait subi cet État du sud de l'Inde depuis un siècle. Quelques 350 000 personnes sinistrées ont dû se réfugier dans 3 000 camps d'urgence. Des milliers d'hommes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont été déployés pour venir en aide à ceux qui sont encore isolés par les inondations. Le Kerala subit chaque année des pluies abondantes au moment de la mousson, mais les précipitations sont particulièrement fortes cette fois-ci. Depuis la fin du mois de mai, des pluies torrentielles ont déclenché des glissements de terrain et des inondations soudaines emportant des villages entiers. De nombreuses routes et 134 ponts ont été endommagés, isolant des districts entiers qui sont les plus affectés. Plus de 10 000 kilomètres de routes ont été endommagés. Selon le gouvernement local, les pertes causées à l'État du Kerala par ces intempéries catastrophiques sont d'au moins 2,9 milliards $. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé une aide immédiate de 75 millions $. Ce séisme produit à Lombok, en Indonésie, était moins forte que celle du 5 août et on ne s'y allait dans l'immédiat aucune victime. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. Selon le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, le séisme a fait paniquer un certain nombre de personnes qui ont fui leur maison. La secousse a également été ressentie à Mataram, la capitale de l'île, et sur l'île touristique voisine de Bali. Il faut dire que les populations sont traumatisées par les précédents séismes parce que les répliques ne semblent jamais devoir s'arrêter. On se rappelle encore, le 5 août, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit des milliers de maisons et autres bâtiments sur Lombok. Les souvenirs sont encore vivaces. Plus de 460 personnes ont été tuées dans cette catastrophe et des dizaines de milliers blessés. Une semaine auparavant, une autre secousse avait fait 17 morts sur l'île. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Les 50 cornes de rhinocéros saisies pesaient 116 kilos. Les responsables de l'aéroport de Kuala Lumpur ont découvert dans le même chargement une importante quantité d'os d'animaux qui seraient ceux de tigres et de léopards. Cette saisie est la plus importante dans l'histoire de la Malaisie en ce qui concerne le nombre de cornes et leur valeur d'après les autorités. La corne de rhinocéros est très prisée au Vietnam. En effet, beaucoup lui attribuent des vertus médicinales dans la classe moyenne qui est en voie d'expansion. Le trafic de cornes de rhinocéros a été interdit en 1977 au niveau mondial par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mais les braconniers continuent de décimer les populations de rhinocéros pour répondre à une demande persistante en Asie de l'Est. Toutes les espèces de rhinocéros sont menacées d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Beaucoup dans le monde considèrent la corne de rhinocéros comme un moyen de lutter contre le cancer. Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant dans le cadre de cette affaire. Le royaume chérifien va rétablir le service militaire obligatoire. D'une durée de 12 mois, il concernera les jeunes de 19 à 25 ans. Le rétablissement de la conscription 12 années après sa suppression vise notamment à améliorer l'intégration dans la vie professionnelle et sociale des jeunes. Cette mesure a été annoncée parallèlement à une réforme de l'éducation qui prévoit de scolariser les enfants à partir de 4 ans, de rendre l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans au lieu de 15 actuellement, avec un nouveau modèle pédagogique plus performant selon la même source. Le service militaire obligatoire a été supprimé au Maroc fin août 2006. D'une durée de 12 mois, il concernait les hommes de 20 à 35 ans. Il était ouvert sur la base du volontariat aux jeunes filles de 20 à 27 ans célibataires et sans enfants à charge. Le projet de loi prévoyant son rétablissement a été présenté lundi matin en conseil de gouvernement, puis adopté au cours d'un conseil des ministres présidé par le roi Mohamed VI. Le texte doit encore être débattu au Parlement en octobre. Le projet de loi veut notamment inciter à la pensée critique et à la créativité. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fermement critiqué le système de santé de son pays. C'était lors d'une visite dans une usine d'équipements médicaux. L'homme a martelé que le Parti des travailleurs au pouvoir a insisté sur la nécessité d'améliorer les services de santé, mais que les responsables se sont montrés paresseux et irresponsables. Le Programme des Nations Unies pour le développement a relevé cette année dans un rapport le manque d'équipements médicaux essentiels, de médicaments, d'équipements thérapeutiques et des compétences professionnelles limitées. En outre, l'eau, l'électricité et le chauffage sont fournis de manière irrégulière dans de nombreux centres de santé. La Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU pour son programme d'armes nucléaires, souffre, à en croire les organismes d'aide internationaux, de pénuries alimentaires chroniques et de services de santé défaillants. La Corée du Nord appelle à la levée des sanctions, mais Washington exhorte la communauté internationale à maintenir sur elle une pression maximale pour la contraindre à renoncer à ses arsenaux atomiques. Après la démonstration de sa force nucléaire, Kim Jong-un a annoncé avoir achevé le développement de ses capacités nucléaires et déclaré que le développement économique était sa nouvelle priorité. L'Institut de sondage IBOP a publié tard lundi une enquête d'opinion qui en dit long sur la puissance de Luiz Inácio Lula da Silva. Incarcéré depuis avril pour une peine de plus de 12 ans pour corruption, il obtiendrait pour le Parti des travailleurs du Brésil 37% des voix. Ce même institut lui avait accordé 33% en juin dans son dernier sondage. Le député d'extrême droite se tape 18% contre 15% en juin et l'écologiste Marina Silva 6%, selon cette enquête d'opinion. La présidentielle d'octobre au Brésil est hautement imprévisible et rend nerveux non seulement le monde politique, mais aussi les marchés. Ces sondages sont les premiers réalisés depuis le début officiel de la campagne suite à l'enregistrement des 13 candidats pour la présidentielle des 7 et 28 octobre. Le tribunal supérieur électoral a jusqu'au 17 septembre pour invalider la candidature de Lula. Une décision qui paraît probable au nom d'une loi interdisant à toute personne ayant été condamnée en appel de concourir. Dans un scénario sans Lula, Bolsonaro arriverait en tête du premier tour avec 20% des voix, devant Marina Silva à 12% selon le sondage de MDA. Le sondage IBOP a été réalisé entre les 17 et 19 août auprès de 2000 personnes et avec une marge d'erreur de 2%, celui de MDA entre le 15 et le 18 août auprès de 2002 sondés avec une marge d'erreur de 2,2%. La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche, après examen, la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. De cette pléthore de postulants, un record de 49 dossiers avait été déposé en 2013, émerge l'actuel président Eri, élu il y a 5 ans,
et ses deux prédécesseurs, Henri Rajoelina et Marc Ravalomanane. Les deux frères ennemis de l'opposition avaient été interdits de candidature lors du dernier scrutin, dans le cadre d'un accord destiné à mettre un terme aux crises politiques à répétition qui avaient secoué l'île pauvre de l'océan Indien. Ravalomanane avait été contraint en 2009 de quitter le pouvoir à la suite d'un coup de force de l'armée qui avait alors placé son jeune rival Rajoelina à la tête du pays. Le prochain scrutin présidentiel, qui sera doublé d'élections législatives, se tient dans un climat politique tendu. D'avril à juin, les partisans de l'opposition ont occupé la principale place de la capitale Antananarivo pour dénoncer les nouvelles lois électorales et exiger la démission du président Eri, accusé de dérive autoritaire. La crise n'a pu s'achever qu'à la faveur de la nomination d'un gouvernement d'union nationale. Comme la Constitution l'exige, le président, qui a annoncé la semaine dernière qu'il briguerait un nouveau mandat, devrait démissionner en septembre. Dans un de ses tweets quotidiens, le président américain a écrit mercredi soir qu'il avait chargé son secrétaire d'État Mike Pompeo de se pencher sur le dossier de la terre et des meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain a promptement réagi au tweet de Donald Trump. Pretoria, qui a demandé des clarifications à Washington, rejette totalement cette vision étroite qui, selon lui, ne vise qu'à diviser la nation et à lui rappeler son passé colonial. L'Afrique du Sud dit vouloir accélérer le rythme de la réforme d'une façon plutôt prudente et inclusive qui ne divise pas la nation. Aujourd'hui, la minorité blanche, qui représente 8% de la population d'Afrique du Sud, possède 72% des fermes contre 4% seulement pour les Noirs, qui représentent 80% de la population. Pour mettre fin à ces déséquilibres, Cyril Ramaphosa a notamment décidé d'exproprier des grands fermiers sans les dédommager. À l'approche des prochaines élections générales en 2019, le chef de l'État sud-africain a promis d'accélérer la réforme de la terre afin de réparer cette injustice historique commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et l'apartheid. Cette mesure provisoire pourrait être pérennisée et élargie après l'automne en France. Flâner dans les allées des jardins et parcs parisiens sans humer de fumée de cigarettes ni fouler de mégots, c'est la promesse avancée par la ville de Paris dans plusieurs parcs et espaces verts. Un dispositif expérimental et non pénalisant mené depuis juillet et jusqu'à l'automne dans 6 parcs de la capitale séduit en grande partie les non-fumeurs mais agace certains adeptes de la cigarette. Le jet de mégots sur la voie publique est cependant passible de 68 € d'amende. Côté fumeur, le dispositif est jugé disproportionné. L'interdiction de fumer dans les parcs, ça participe un peu de l'interdiction générale de la fumée partout. Ça gagne. Bientôt, on n'aura plus le droit de fumer que chez soi. Ça aurait dû être fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Parce que la fumée de cigarette, c'est déjà néfaste pour les personnes qui fument, mais ça l'est également pour les personnes en général. Si les gens ils fument devant les enfants, ça peut être dérangeant peut-être. Moi je sais pas, je pense que je dérange personne ici. Je vais même pas jeter mon mégot par terre. On a décidé de rendre ce square sans tabac, c'est-à-dire de permettre sur tout le square aux habitants de bénéficier d'un square aéré, à l'air pur et sans tabac et avec les nuisances notamment que cela procure, notamment en matière de déchets, en matière de mégots. Le maire du 17e arrondissement soulève aussi l'enjeu de santé publique. Il s'agit de faire prendre conscience que dans un square, il y a des enfants, des personnes âgées. Le tabagisme passif, c'est un enjeu de santé publique. La ville de Strasbourg est citée en exemple avec ses parcs sans tabac depuis juin. L'expérimentation des parcs sans tabac doit durer 4 mois, après quoi le Conseil de Paris décidera des suites à y donner.